c'est avec un grand plaisir que on va entamer cette session concernant la polygraphie nocturne. Alors, j'ai à mes côtés d'abord mon ami, alors docteur Hassan Haj Ahmad, voilà, qui est chef de service de cardiologie à l'hôpital de Mahdia. Alors, pour introduire ce sujet, j'ai mon ami docteur Diem Lakhla, qui est ancienne assistante universitaire en cardiologie, qui va nous parler, voilà, va nous introduire le sujet. Voilà, à vous la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tiens à remercier la Société de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire de m'avoir associée aujourd'hui à cette session. Cette session qui est dédiée, comme vous le voyez, From Conducting to Interpreting the Tracings, donc de la mise en place à l'analyse de la polygraphie. Et là, c'est un sujet, je pense, assez vaste. Et je me permets là, avec mon ami et collègue Dr Turki, qui est le spécialiste de la médecine du sommeil, d'introduire le sujet afin de vous étayer quelques données de base qui seraient nécessaires pour votre analyse et codification. Voici le plan. Tout d'abord, je vais commencer par un rappel sur la physiologie respiratoire du sommeil, et puis on va entamer la partie polygraphie ventilatoire, ses objectifs, les conditions d'enregistrement, et quelles sont les mesures à effectuer, les différents capteurs, ainsi de suite. Finalement, les résultats, les interprétations seront bien détaillés par Dr Turki. Alors, le sommeil. Le sommeil, c'est un état physiologique et neurobiologique. Il faut savoir qu'il est d'activité intense et qui joue un double rôle. D'abord, ce sommeil, il va réparer la veille précédente et puis il va nous préparer pour la veille suivante. La régulation du sommeil est un monde vaste. Là, c'est pour simplifier, on peut dire qu'il y a des synchroniseurs internes qui sont dominés par les noyaux suprachiasmatiques situés au niveau de l'hypothalamus et les synchroniseurs externes qui sont dominés par l'alternance lumière-obscurité, le travail, les relations sociales, le repas, ainsi de suite. Alors, les stades du sommeil, je pense que c'est un atelier donc interactif. Est-ce que vous pouvez me dire combien de stades le sommeil comporte Vous êtes tous des cardios? Pardon. Est-ce que vous avez une idée un petit peu sur le sommeil, les différents stades du sommeil Bon, sachant que les stades du sommeil, en général, il y a le non-REM et le REM. Donc le non-REM, REM, c'est paradoxal, le sommeil paradoxal. Il y a le stade N1, N2 et N3. Donc on va passer de l'éveil au sommeil. Il y a le sommeil long. Il y a le sommeil long, le lent profond, entre guillemets, le sommeil profond, le sommeil paradoxal. C'est le sommeil paradoxal. Et puis voilà, le cycle reprend, l'éveil. Est-ce que vous savez combien ça dure un cycle de sommeil? C'est trop? Donc, entre 90 et 120 minutes. Hein, voilà. Alors, le sommeil, c'est un état de fragilité respiratoire. Pourquoi? Nous savons tous qu'en état d'éveil, la ventilation est assurée grâce à une commande centrale, une double commande centrale. Il y a la commande automatique par le nerf sympathique et le parasympathique, la régulation plutôt sympathique et parasympathique, et la commande volontaire. Et cette ventilation pendant l'éveil est assurée aussi par les muscles effecteurs. Il y a les muscles respiratoires, thoraco-abdominaux, et les muscles des voies aériennes supérieures qui sont indispensables pour éviter le collapsus. Comme vous saviez, il y a parfois, quand il y a la contraction du diaphragme, cette contraction va générer une pression négative dans les voies aériennes supérieures et c'est grâce à ces muscles effecteurs qu'il va y avoir un évitement du collapsus. Qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil? Donc, cette respiration, la commande de cette respiration va passer d'un système à double commande à un système à commande unique, automatique. Et il va y avoir donc une diminution des réponses ventilatoires, aussi bien à l'hypoxie qu'à l'hypercapnie. Les activités musculaires, ça va diminuer. Et les résistances des voies aériennes supérieures
vont augmenter et bien sûr une modification du volume courant. Alors, comme je vous ai dit au départ, le sommeil a différents stades. Pendant le sommeil lent, d'abord, il y a une transition de la veille au sommeil. Il y a une inactivation des mécanismes de contrôle, un relâchement des mécanismes automatiques, puis le sommeil lent, le sommeil stade 1 et 2, sommeil léger, est marqué par une instabilité ventilatoire, une ventilation périodique. Alors que le stade 3, le sommeil profond, est marqué par une respiration régulière avec une diminution de la fréquence respiratoire et une légère augmentation du volume courant. Qu'est-ce qui se passe pour la respiration pendant le sommeil paradoxal? Bon, il y a le SP tonique, le SP phasique. Phasique parce que c'est corrélé au mouvement rapide oculaire. Et il y a une augmentation et diminution brutale des activités sympathiques et parasympathiques pendant l'SP phasique, ce qui fait qu'on va avoir une régulation irrégulière, et cette irrégularité est corrélée aux accès des mouvements oculaires rapides, d'où l'acronyme SP phasique. Et pendant cette respiration irrégulière, on peut avoir des apnées de courte durée qui sont possibles pendant le sommeil paradoxal. Donc voici sur ce schéma, vous voyez à droite, vous avez la courbe du sommeil long léger, et vous voyez cette instabilité ventilatoire avec cette ventilation périodique. Au milieu, c'est la courbe ventilatoire au cours du sommeil long profond et du débit ventilatoire, et vous avez cette respiration régulière et avec une diminution de la ventilation globale. Pendant le sommeil paradoxal, en l'occurrence, vous voyez cette respiration irrégulière et vous avez des apnées courtes. Alors maintenant, comment on va évaluer cet état respiratoire du sommeil? Qu'est-ce qu'on a jusqu'au jour comme outil d'évaluation? D'abord, la clinique. Dans votre pratique quotidienne, comment vous allez, sur quelle base vous allez indiquer une polygraphie chez votre patient. Donc, l'interrogatoire est un élément clé, pilier de votre présomption diagnostique. Cet interrogatoire, aussi bien du patient que de son entourage, va s'intéresser aux habitudes de sommeil. On va voir tout à l'heure un exemple de l'agenda du sommeil. La typologie, comme vous savez, il y a les cours ou l'endormeur. Les habitudes toxiques, c'est très important. L'alcool, la caféine, les comorbidités, l'utilisation de certains médicaments, notamment les hypnotiques, les psychotiques, les anxiolytiques, etc. L'agenda de sommeil est un élément important qui peut vous orienter dans votre présomption diagnostique. Les questionnaires, on verra avec Dr Turki quelques exemples de questionnaires, et puis les enregistrements nocturnes. Alors voilà un exemple d'agenda de sommeil qui va nous parler, qui va nous indiquer la régularité, les horaires, la qualité du sommeil, la prise des médicaments. Vous voyez ici, le patient il va marquer par exemple qualité du sommeil M mauvais, bien, moyen, les traitements, les remarques particulières, brusques, il tombe dans le sommeil brusquement, insomnie, ainsi de suite. C'est un élément très important. Il peut nous renseigner sur plusieurs choses, sur la qualité du sommeil notamment. Alors, les questionnaires, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et vous pouvez télécharger par Internet tout type de questionnaire. Il suffit de taper le nom. Par contre, qu'est-ce que vous allez utiliser? Quel questionnaire? Et ça, c'est très important, le choix du questionnaire pour parler de fortes probabilités, par exemple chez vos patients pour demander polygraphie ou polysomnographie, le choix du questionnaire est pertinent. Donc là, c'est les différents questionnaires, j'en passe parce que Dr Turki va en parler. Alors, après, nous allons arriver aux enregistrements nocturnes. Et vous avez 4 types d'enregistrements. Donc, ces enregistrements sont classés ainsi de type 1 au type 4. Le type 1, c'est la polysomno au laboratoire qui est surveillée par du personnel et on a au moins 7 signaux.
donc l'électroencéphalogramme, oculogramme, l'EMG myogramme mentonnier-jambier, les débits aériens nasobuccaux, les efforts respiratoires, un électrocardiogramme et l'oxymétrie. Le type 2, c'est la polysomnographie, mais en conditions non surveillées. Mais toujours, il faut au moins ces 7 signaux. Le type 3, c'est la polygraphie ventilatoire, quand on va l'étayer. Et le type 4, il suffit d'avoir 1 ou 2 signaux respiratoires, le plus souvent l'oxymétrie et au débit aérien. Et on verra les limites de ce type 4. Donc, du plus simple au plus compliqué, de l'oxymétrie à la polysomnographie. L'oxymétrie, un petit mot. Le principe, c'est de mesurer en continu la saturation pulsée en oxygène avec un oxymètre de pouls. Et là, il faut savoir qu'il s'agit de la saturation pulsée, l'SPO2, qui est différente de la saturation artérielle de l'hémoglobine en oxygène. Il y a un écart entre les deux. Quand vous avez une SPO2 et une saturation de l'oxygène, les deux chiffres sont différents pour le même patient. Et cette analyse, elle permet de quantifier le nombre d'épisodes de désaturation, baisse de 4% ou 3%, par rapport à la valeur basale par heure d'enregistrement. Voici par exemple une courbe d'oxymétrie. Vous voyez sur la flèche rouge là, qui montre cette baisse importante de l'SPO2, avec un corollaire en bas. La courbe en bas, c'est la fréquence cardiaque avec une tachycardie en parallèle. L'avantage de cet examen, c'est sa simplicité, mais en aucun cas, une oxymétrie pourrait remplacer un index d'apnée. Un index de désaturation ne peut pas être assimilé à un index d'apnée, mais ça pourrait être un bon outil de tri dans votre cabinet ou à l'hôpital ou un bon outil de suivi. La polysomnographie, c'est le gold standard avec ses paramètres neurologiques. Les paramètres respiratoires, c'est les paramètres de la polygraphie. L'électrocardiogramme, ça nous permet d'étudier l'apnée du sommeil positionnelle, la température, la lumière. Il y a une vidéo parfois dans les chambres, ainsi de suite. Par contre, cette polysomnographie, elle a certains inconvénients, notamment dans notre pays, c'est le coût. La prise en charge par la CNAM, Dr Turki, le problème de la polysomno, c'est ça, il n'y a pas de prise en charge. La mise en place qui est laborieuse, le temps de lecture qui peut durer jusqu'à 4 heures, et ça nécessite une compétence et des médecins de spécialistes adéquats, l'inconfort et la fragilité du matériel. Alors, la polygraphie ventilatoire, le type 3, les objectifs, c'est d'analyser donc les anomalies de la respiration pendant la nuit et d'évaluer la qualité de l'oxygénation nocturne. Elle met en évidence bien sûr les ronflements et peut préciser le lien entre la position du dormeur et les anomalies retrouvées, élément important pour ce qu'on appelle le SAOS positionnel, dont les implications thérapeutiques sont différentes, et peut dépister, pour nous les cardiologues c'est très important, les arythmies. Donc voici sur ce schéma, vous voyez un modèle de polygraphie. Donc vous voyez qu'il y a le capteur numérique au centre sur le thorax, auquel est relié les différents capteurs. On va voir les différents capteurs. Alors, les capteurs. Vous avez pour la mesure du débit nasobuccal le pneumotachographe et la référence. Permet une mesure quantitative qui est essentiel pour les hypopnées. L'inconvénient, comme c'est un masque nasobuccal, il va perturber la qualité du sommeil et va gêner l'appréciation des ronflements. Deuxième type de capteur, c'est les thermistances. Le principe des thermistances est la mesure de la différence de température entre l'air expiré et l'air inspiré. Les limites, c'est un signal qualitatif et la sensibilité, elle peut être réduite si la température ambiante est élevée. Et le capteur peut s'arrêter de fonctionner si il touche la peau. Bonne sensibilité pour la reconnaissance des apnées, mais mauvaise sensibilité pour les hypopnées. Donc les thermistances ne doivent plus utiliser comme unique capteur. Alors les lunettes nasales, le principe c'est simple, c'est la mesure des variations de la pression nasale pendant l'inspiration et l'expiration. C'est une méthode semi-quantitative. Et il faut associer lunettes nasales et thermistance buccale.
Alors, pour les efforts respiratoires, le deuxième élément important que cette polygraphie va étudier, c'est les efforts respiratoires, la pression œsophagienne et la méthode de référence. Par contre, la pression œsophagienne, elle a beaucoup d'inconvénients. C'est l'inconfort du matériel et des mesures, la perturbation donc de la qualité du sommeil, la modification aussi de la dynamique des voies aériennes. Elle est actuellement disponible aussi dans peu de centres, mais de toutes les façons, on ne la pratique plus. C'est ça, docteur. Pour la pression œsophagienne, on ne la pratique plus. Donc, c'est les jauges de contrainte. C'est ces sangles thoraciques et abdominales qui sont sensibles à l'étirement, qui vont permettre d'évaluer les efforts respiratoires. Qu'est-ce qu'elles vont évaluer ? On va rechercher un asynchronisme total ou partiel, c'est-à-dire un décalage de phase entre les signaux thoraciques et abdominaux. Quand il est présent, il va nous confirmer un caractère obstructif de l'apnée. Mais par contre, quand il est absent cet asynchronisme, on ne peut pas conclure. Je laisse l'interprétation des courbes à la deuxième partie, parce que le temps aussi n'est pas... Alors, les résultats, les interprétations. Alors, avant d'interpréter les courbes et de voir les cas cliniques avec Dr Turki, on va rappeler quelques notions. La définition de l'apnée. Quand est-ce qu'on peut dire que c'est une apnée? Donc, que vous allez coder apnée, cet événement, lorsqu'il y a une interruption du débit aérien de durée minimum de 10 secondes. On est d'accord? Alors, les différentes apnées, il y a l'apnée obstructive, centrale et mixte. Obstructive, comment faire la différence entre ces trois types? C'est les efforts avec les efforts respiratoires. Lorsqu'il y a persistance d'efforts respiratoires en mouvements thoraco-abdominaux, on parle d'apnée obstructive. À l'inverse, c'est centrale. Et quand ça débute centrale puis obstructive, on parle d'apnée mixte. On verra tout à l'heure sur les cas cliniques. Alors, les hypopnées. La définition d'une hypopnée, c'est la diminution d'au moins 50% d'un signal de débit validé ou bien une diminution significative, moins de 50% mais significative, associée soit à une désaturation plus que 3%, soit un micro-éveil. Bien sûr, micro-éveil quand on a la polysomno pour parler de micro-éveil crânial, et d'une durée minimale de 10 secondes. Alors, comment on va faire, comment on peut savoir diminution de 50%, moins de 50%? On verra aussi avec Dr Turki sur la partie pratique après. Alors, pour le rapport d'une polygraphie, on va avoir des résultats. Et ces résultats, pour conclure là un petit peu sur le sujet théorique, vous allez avoir un index, ce fameux index apnée-hypopnée, l'SPO2 moyenne, la saturation pulsée en oxygène moyenne, minimale, et un élément important, le temps passé avec une SPO2 moins de 90%. Bien sûr, il y a d'autres paramètres qu'on pourrait étudier. Alors, c'est quoi l'IAH? C'est la somme de tous les événements divisés par le temps d'enregistrement. Et on parle d'un IAH pathologique s'il est supérieur à 5 par heure. On parle d'un SAS léger lorsque l'IAH entre 5 et 15, modéré entre 15 et 30 et sévère lorsqu'il est plus que 30. Mais il faut savoir que lorsqu'on parle d'IAH supérieur à 5 par heure, on parle de troubles respiratoires du sommeil. Un patient n'est pas un chiffre, mais quand on parle de maladie ou de syndrome d'apnée du sommeil, il faut qu'on ait les symptômes à côté, d'où l'importance de la clinique, des échelles que vous avez évaluées, des questionnaires, ainsi de suite. Alors, globalement, mais sinon, chaque entité est un cours à part. Le SAOS obstructif, c'est une obstruction schématiquement des voies aériennes supérieures. Et on peut parler de SAS obstructif que lorsqu'on a plus que 50% des apnées qui sont obstructives. À l'inverse, le SAS central, qui est dû à une altération du contrôle ventilatoire, d'origine donc centrale, on doit avoir plus que 50% des apnées qui sont centrales. Et il faut savoir qu'il y a, dans chaque groupe de pathologie,
il y a des sous-groupes. On parle maintenant de phénotypage de cette maladie, c'est-à-dire au sein du SAS obstructif, vous avez plusieurs types de SAS obstructif et le central aussi. Donc là, c'est juste pour vous parler d'un cas clinique assez récent. J'ai reçu à ma consultation une patiente âgée de 62 ans pour prise en charge d'une FA paroxystique. Elle est âgée de 60 ans, elle est obèse, avec un IMC 44 kg par mètre carré. Alors, son examen général, à part l'obésité, tout allait bien. L'examen cardiovasculaire est normal, notamment la tension artérielle, elle était à 127/68. La fréquence cardiaque, elle est venue en rythme sinusal, donc les confrères l'ont déjà mis sous flécaïne pour maintenir le rythme sinusal. Et la fréquence cardiaque était aux alentours de 80. L'auscultation cardiaque normale, l'absence de signes d'insuffisance cardiaque. L'échographie cardiaque, c'était un cœur structurellement et fonctionnellement normal, à part quelques anomalies physiologiques, un peu de l'âge, une oreillette gauche de taille limite, hein, et puis une relaxation de type retardé. Le ventricule gauche est de fonction normale, une FEVG à 80%, pas de masse VG élevée, péricarde libre, pression pulmonaire normale. Alors, qu'est-ce que vous préconisez chez cette patiente ? À l'issue des recos de l'ESC 2024, juin 2024, qui vient de sortir sur l'AFA. Le CAIR, le schéma CAIR, à quoi on va-t-on penser ? Autrement dit, est-ce qu'on est en droit de demander une polygraphie chez cette patiente ? Et quels sont les arguments ? L'obésité et l'AFA. Bien j'avais un score faible. J'ai calculé un score faible, mais j'ai un terrain d'obésité, j'ai une FA. Sans HTA, un cœur structurellement normal. Donc j'ai demandé la polygraphie. Et pourquoi j'aurais demandé la polygraphie ? Toujours les recos 2024, je pouvais m'arrêter au questionnaire, j'avais un score normal. Pas normal, faible, on parle de score faible. Donc, les recos 2024, si vous pensez au SAOS, bien que c'est une dégradation petite, on est passé de 2A au 2B, mais il ne faut pas s'arrêter au questionnaire, il faut demander la polygraphie. Donc, j'ai demandé la polygraphie et voici ce rapport-là. Donc, qu'est-ce que vous pouvez voir là ? On va parler de choses générales, après les détails avec Dr Turki. Donc, qu'est-ce qu'on voit là sur cette diapositive ? On va être interactif là, surtout. On commence l'interactivité, on va enchaîner avec Dr Turki. D'accord, donc pourquoi vous dites un SAS modéré ? D'accord. Et puis, là, j'ai encerclé quelque chose, donc la saturation en oxygène, l'SPO2 moyenne et la durée d'SPO2 moins de 90%. Et puis, là, vous avez les différents tableaux. C'est pour vous montrer, je laisse le temps pour les cas cliniques étayés et des démonstrations plus détaillées avec Dr Turki. C'est pour vous dire que cette polygraphie, elle m'a conclu un SAS modéré. Est-ce que c'est positionnel ou pas, Dr Turki ? Pourcentage d'autres ? Non, voilà. Donc, est-ce que je suis en droit d'appareiller cette patiente ? Donc, on parlera de cette deuxième partie. Voilà, je vous laisse à votre fin. On va enchaîner avec le spécialiste de médecine sommeil. Voilà, merci. Alors, merci, Dr Lakhdar, pour cette excellente présentation. Et maintenant, on va passer donc, à notre spécialiste en maladie de sommeil, alors Dr Turki, qui va nous donner ou nous présenter des cas cliniques afin de bien étayer donc, la pathologie de sommeil. C'est à vous la parole. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être parmi vous pour parler. Je ne suis pas cardiologue, malheureusement, j'allais dire. Et donc, je vais vous parler uniquement
des troubles respiratoires liés au sommeil. Comme a dit le Dr Lakhdar, on va aller directement dans l'aspect pratique. J'ai préparé quelques cas cliniques pour faire pour essayer d'avancer dans la compréhension et le diagnostic du syndrome d'apnée de sommeil. Malheureusement, le temps est court. Moi, j'ai dit au Dr Selem, c'est comme on nous disait de parler de l'échographie cardiaque de A à Z. Donc ça va être un peu difficile, un peu rapide, mais j'espère qu'on va être ensemble, qu'on en parlera un peu. Donc voilà. Comme a dit Dr Lakhdar, c'est une pathologie fréquente, le syndrome d'apnée obstructive. Donc on va parler essentiellement d'apnée obstructive. Et c'est vrai que la polygraphie, c'est moins coûteux, elle est plus facile à faire et on peut rapidement avoir le diagnostic. L'objectif de ma présentation, c'est d'abord donner un peu les indications et les modalités d'enregistrement, mais ça a été détaillé donc pour les modalités d'enregistrement par le Dr Lakhdar. Les quelques pièges que je vais vous montrer tout à l'heure, si on a un peu plus de temps, parce que la lecture peut être parfois assez compliquée pour certains patients, et exactement comment on peut faire un compte-rendu pour avoir finalement l'orientation thérapeutique. Donc on doit traiter le patient. Donc premier patient, c'est Monsieur JM, 43 ans, qui est diabétique et hypertendu, qui est adressé pour renflement tout simplement. Son médecin l'a adressé pour renflement chez quelqu'un qui a une obésité importante. Donc lorsqu'on a vu ce patient, il n'a pas de céphalée matinale, qui est un signe de syndrome d'apnée de sommeil sévère. Par contre, il a une tendance à la somnolence dure, avec un score d'Epworth. Je pensais que vous connaissiez le score d'Epworth, c'est le score de somnolence. Donc c'est cette question très simple, on peut dire au patient, est-ce que vous dormez devant la télévision, est-ce que lorsque vous conduisez, et lorsque vous travaillez, tout ça. Donc l'essentiel, c'est vous pouvez évaluer même son score d'Epworth, s'il est somnolent ou pas, après le repas, avant les repas, le matin, le soir, etc. Donc l'examen clinique, on n'a rien trouvé de particulier. Et donc on a demandé une polygraphie, donc c'est le médecin donc, qui a demandé la polygraphie. Comme a dit le Dr Lakhdar, donc c'est type 3, avec obligatoirement ces capteurs décrits par le Dr Lakhdar. Mais avant, on disait qu'il y avait des capteurs optionnels. Maintenant, tous les polygraphes présentent tous ces capteurs au minimum. Donc, tous ces capteurs sont présents dans tous les polygraphes qui existent sur le marché en Tunisie et à l'international. Donc, on a fait la polygraphie pour ce patient et, comme vous voyez, il a un index d'apnée-hypopnée à 35, c'est-à-dire 35 apnées et hypopnées par heure d'enregistrement validé. Parce que ce n'est pas l'enregistrement, la durée de l'enregistrement, mais la durée de la validation de l'enregistrement qu'on a pris. Avec un grand nombre d'événements obstructifs, donc c'est un syndrome d'apnée obstructif, puisqu'il est supérieur à 50% du nombre d'événements obstructifs, plusieurs désaturations et parfois des saturations profondes. Ici, un exemple de tracé. Donc on lit ces enregistrements par page. Donc de 2 minutes ou de 5 minutes, depuis le début de son sommeil jusqu'à la fin de l'enregistrement. Et vous voyez là qu'il y a des apnées avec des désaturations en oxygène. Il y a des apnées, comme vous voyez là, avec des désaturations en oxygène. Ici, des apnées donc assez longues. Et donc c'est clair qu'ils se répètent pendant toute la nuit. Et associé aussi à des hypopnées, c'est-à-dire une diminution de la respiration, comme vous voyez là, par exemple, c'est une hypopnée. Vous voyez la respiration normale ici, avec ici une diminution de la respiration. Donc vous voyez là, donc on peut revenir là, les apnées. Et à la suite de l'apnée, il y a des désaturations en oxygène. Vous voyez, elle est inférieure à 90%. Et ici aussi, des apnées, donc là. Donc à chaque fois, à la suite de l'apnée, il y a une désaturation en oxygène.
La même chose pour les hypopnées, donc il n'y a pas d'arrêt complet, mais une diminution de plus de 30% donc de la respiration du patient, et avec à chaque fois une désaturation, obligatoirement une désaturation. Ça, c'est obligatoire pour les hypopnées dans la polygraphie. Donc, tout à l'heure, Dr Lakhdar a montré exactement les définitions de l'hypopnée dans la polygraphie et dans la polysonographie. Il faut savoir que c'est parfois, les apnées c'est assez facile, mais les hypopnées sont parfois difficiles à évaluer et à diagnostiquer parce que il y a une évolution très importante des définitions des hypopnées, donc il faut suivre les recommandations internationales. Ici, un exemple d'hypopnée, vous voyez, respiration normale, ensuite hypopnée, donc avec les ronflements là, une reprise ventilatoire brutale ici, donc vous voyez, et des mouvements thoraciques et abdominaux, normalement, ils devraient être paradoxaux. Ici, il n'y a pas de mouvements paradoxaux. Et mais il y a un aplatissement. Vous voyez l'aplatissement là de la respiration, du pic inspiratoire. Donc, et cet aplatissement est en faveur d'apnée centrale, mais d'apnée obstructive, pardon. Mais avec présence du ronflement. Dans les apnées centrales, il n'y a pas d'aplatissement. Vous voyez les aplatissements là. Il n'y a pas de ronflement, bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'air qui passe strictement, et on a l'aspect de mouvement pas en décalage, mais plutôt qui se suivent, les mouvements thoraciques et abdominaux qui peuvent se suivre. Donc, il y a une différence entre apnée centrale et apnée obstructive qui n'est pas parfois très nette. Ici, la même chose, des hypopnées. On voit une hypopnée longue qui s'accompagne d'une désaturation longue aussi. Et voilà, ici une autre pour ce patient-là. Et vous voyez que donc, même il y a le ronflement qui continue là, donc des apnées obstructives pour ces patients. Ça, c'est pour montrer qu'il y a une différence dans les classifications des hypopnées, surtout donc, à la reprise ventilatoire, donc, qui est brutale dans les hypopnées obstructives, moins brutale dans les hypopnées centrales. Il n'y a pas de ronflement dans les hypopnées centrales. Et l'aspect de limitation inspiratoire qui existe donc on a vu le plateau, dans les hypopnées obstructives qui n'existent pas dans les apnées centrales. Donc ce patient présente, donc, comme on a vu, 88% d'événements obstructifs, mais donc c'est 207 apnées et hypopnées, mais 182 de ces apnées et hypopnées sont obstructifs, donc 88%. 12 hypopnées et 170 apnées, dont 78% de ces apnées sont mixtes. Comme a dit le Dr Lakhdar, les apnées mixtes, elles commencent comme une apnée centrale, vous voyez là un arrêt de la respiration, puis une reprise ventilatoire, là, thoracique et abdominale, donc reprise des mouvements thoraciques et abdominaux sans passage d'air. Vous voyez là, il n'y a pas de passage d'air. Donc c'est une apnée qui commence comme une apnée centrale et la deuxième moitié, c'est comme une apnée obstructive. Et vous voyez, ça se répète toute la nuit. Ici, plutôt, c'est une apnée obstructive. Et vous voyez, dès le début de l'apnée, il y a des mouvements thoraciques et abdominaux. Donc, ce patient présente beaucoup d'apnées mixtes. Et ça, il faut bien le vérifier parce que en cas de traitement par PPC, il y a un risque de transformation des apnées obstructives ou des apnées mixtes en apnée centrale. Donc, il faut faire attention pour ces patients-là. Donc, un petit mot sur les bonnes pratiques. Il faut faire des enregistrements toujours précédés par une évaluation clinique. Le médecin doit voir le patient, comme a dit le Dr Lakhdar, voir les médicaments, tout ça. Les enregistrements doivent être réalisés par un personnel médical, paramédical. Et on voit de plus en plus, malheureusement, actuellement, c'est des techniciens de certaines sociétés qui vendent des CPAP qui font ça, et c'est catastrophique. Donc, j'arrive pas, même en tant que président de société de sommeil, d'enlever ça dans le monde. Enfin, c'est vraiment dramatique. Avant, c'était comme ça en France. Et après, il y a eu
des lois qui ont obligé les gens à faire la polygraphie par des médecins pour les lire ensuite, mais malheureusement, ce n'est pas le cas en Tunisie encore. Intérêt des questionnaires sommeil, comme on va voir tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi. Il faut demander aux patients, est-ce que vous avez passé une bonne nuit d'enregistrement? À quelle heure vous vous êtes dormi, vous êtes levé? Et c'est très important ça pour la polygraphie. Il faut faire une validation par un médecin formé, c'est-à-dire faire une lecture vraiment page par page et ne pas se fier à la lecture des techniciens, hein, donc une lecture automatique par l'appareil, parce qu'il n'y a aucune lecture actuellement qui est validée à l'international, qui est à 100% donc une lecture automatique. Il faut connaître bien sûr les limites de la technique de la polygraphie, comme a dit le Dr Lakhdar. Donc on n'a pas le temps de sommeil, donc s'il y a insomnie, c'est difficile d'avoir le temps de sommeil, il faut faire une polysomnographie. Il n'y a pas de possibilité aussi de mesurer le nombre de micro-éveils et le temps total du sommeil. Donc ça sous-estime l'index d'apnée-hypopnée. Donc dans ce cas, il faut faire une polysomnographie. Et dans les autres pathologies associées, telles que par exemple une narcolepsie ou des mouvements périodiques des jambes, il faut faire une polysomnographie. En tout cas, Dr Lakhdar a montré un exemple de résultat avec les index d'apnée-hypopnée et tout ça, avec les désaturations, avec les ronflements. La conclusion, et surtout ici, à la fin, il faut le tampon du médecin qui a lu l'enregistrement pour engager, parce que fréquemment on trouve des enregistrements sans tampon, sans signature. Donc il faut, pour engager la responsabilité du médecin. C'est ça la première page. La deuxième page, il y a des données détaillées. Ce n'est pas la peine qu'on les voit maintenant, mais ça peut être intéressant dans certains cas pour le traitement. Il faut voir les courbes de tendance. Ici, les courbes du début de la nuit jusqu'à la fin de la nuit, de l'oxymétrie, de la fréquence cardiaque, du ronflement, de la position du patient là, mais il faut vraiment donc droit, gauche, donc tout ça. Et ça, bien sûr, donner quelques exemples dans le compte-rendu d'apnée. Donc ça bon, je trouve que c'est très important à évaluer. Donc, si on résume, bien, dans le rapport, on trouve les renseignements sur les patients, la qualité de l'enregistrement, le nombre d'apnées, les différents types d'index, et l'existence ou pas d'une respiration de Cheyne-Stokes qu'on va voir tout à l'heure, les paramètres cardiaques, bien sûr, la fréquence cardiaque, et s'il existe une pratique cardio ou pas, mais on ne va pas faire de CG, bien sûr, et une analyse des courbes de tendance. C'est très important, il faut analyser à la fin les courbes de tendance ventilatoires, oxymétrique, la position du patient et la distribution des événements. Ici, par exemple, sur le profil respiratoire, on peut trouver des apnées centrales avec des modifications de volume courant de type crescendo, décrescendo. Ça veut dire que ce sont des apnées centrales avec évidemment respiration périodique de Cheyne-Stokes, comme vous voyez très bien, vous connaissez mieux que moi, parfaitement bien, donc en cas d'insuffisance cardiaque, voilà, les apnées avec un arrêt de la ventilation complète. Donc il y a deux définitions, soit un index d'apnée-hypopnée centrale supérieur à 5 avec une respiration crescendo, décrescendo de plus de 2 heures, ou bien un minimum de 3 apnées et hypopnée centrale avec respiration crescendo-décrescendo et une longueur du cycle entre 45 et 82 secondes. C'est-à-dire le cycle qui commence soit au début de l'apnée jusqu'à la fin de la reprise respiratoire, ou bien du moment du milieu de la ventilation de Cheyne-Stokes jusqu'à le prochain, donc la prochaine étape respiratoire. Donc, en tout cas, vous connaissez bien ça. Je pense qu'il faut faire le diagnostic d'apnée centrale et d'apnée obstructive. S'il y a beaucoup d'apnée centrale, il faut faire très attention pour ces patients-là, parce que les mettre sous CPAP et tout ça, c'est très compliqué. Et risque de diminution du débit cardiaque, comme vous le connaissez bien. Donc, il faut bien surveiller ces patients-là. Et bien sûr, il y a des contre-indications de certains types de CPAP pour les patients insuffisants cardiaques.
Ici, un profil qui n'a rien à voir avec la cardiologie. On peut trouver des apnées comme ça, qui se répètent très régulièrement, à chaque 3-4 mouvements respiratoires. Et ça, c'est à cause d'une respiration ataxique, on appelle ça, c'est des apnées à cause de lésions de tronc cérébral ou de traitement par morphinique. Donc, il faut faire très attention au diagnostic des différents types donc sur le profil ventilatoire, de la ventilation. Le profil oxymétrique, ici, donc le profil oxymétrique toute la nuit, là, de A à Z, l'oxymétrie est normale. Ici, plutôt des désaturations, et chaque bâtonnet est une désaturation avec une reprise ventilatoire. Vous voyez, il désature, il reprend la ventilation, donc la saturation devient normale. Et ça, on le voit dans les syndromes d'apnée obstructive qui sont vraiment isolés, c'est-à-dire qui ne sont pas associés à une bronchite chronique ou à un syndrome obésité-hypoventilation. Et c'est ça le type de profil oxymétrique pour les patients qui ont une obésité-hypoventilation ou une hypoventilation alvéolaire nocturne avec BPCO. Et vous voyez là, il n'y a pas de... c'est-à-dire que la valeur oxymétrique ne revient pas à la normale. Donc, à chaque fois, il y a des plages de désaturation très importantes. Enfin, la position du patient. Vous voyez, ce patient-là, il était sur le côté. La respiration était normale pendant les quelques 2 premières minutes. Et après, il tourne sur le côté, sur le dos. Et dès qu'il tourne sur le dos, il y a des apnées obstructives, comme vous voyez là. C'est vraiment très clair. Et lorsqu'on voit le profil, et vous voyez à chaque fois, lorsqu'il tourne sur le dos, ici sur le dos, il fait des apnées et des désaturations, là aussi, et pour le reste, il n'y a pas de saturation. Donc c'est un syndrome d'apnée positionnel. Je ne sais pas si je suis clair ou c'est bon, c'est parfait. Ici, donc, pour notre patient-là, donc si j'ai 1000, je me suis amusé à analyser tout l'enregistrement. Donc, sans voir s'il dort ou il ne dort pas. Donc, on a pris tout l'enregistrement dès qu'il a mis l'appareil jusqu'à ce qu'il a enlevé l'appareil. Et vous voyez que l'index d'apnée-hypopnée, il est à 26 et l'index de saturation à 16. Mais en fait, le patient, le matin, je lui dis, quand est-ce que vous avez dormi? Il a dit qu'il s'est dormi à minuit, donc il a vu l'heure, et il s'est réveillé à peu près à 5h30 du matin. Et vous voyez que donc, lorsqu'on enlève la première partie d'enregistrement parce que le patient était éveillé, et la dernière partie, l'index d'apnée-hypopnée devient plus que 30, et les désaturations, bon, ils n'ont pas beaucoup bougé ici. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut valider un temps d'enregistrement. Et on ne doit pas prendre tout le temps d'enregistrement pour calculer l'index d'apnée-hypopnée. Donc, finalement, les indications de la polygraphie, c'est en cas de forte suspicion. Ça, c'est très important. S'il y a une forte suspicion de symptômes d'apnée de sommeil sévère, avec une somnolence dure, nette, comme pour notre patient, ou bien un obèse qui a d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, comme a dit tout à l'heure Dr Lakhdar, donc ou bien des céphalées, ou bien une description par les patients, par le conjoint d'apnée constaté. Tout ça, c'est très important à voir. Sinon, on peut le faire en cas de bilan préopératoire dans certaines chirurgies, ou bien surtout chirurgie bariatrique, de façon systématique, ou bien pose d'orthèse endobuccale, donc avant et après pose d'orthèse endobuccale. Les conditions d'utilisation selon la HAS française depuis 2012, donc forte présomption de SAS, sommeil habituellement non fractionné. Il y a quelqu'un qui dit je suis fréquemment insomniaque, donc il faut faire plutôt une polysomnographie. Et si on suspecte d'autres troubles du sommeil, par exemple les patients qui font des mouvements de jambes très très importants, donc il y a
possiblement une autre maladie, donc il faut faire une polysomnographie. Mais il y a des facteurs de risque qui sont très importants en matière d'apnée. C'est l'obésité, surtout la circonférence du cou, le sexe masculin bien sûr, plus fréquemment que chez la femme, l'âge à partir de 50 ans, l'alcool, le tabac bien sûr, ça favorise, les obstructions nasales, le rétrognatisme, et ici une dame qui a une malformation, là une dame qui a un rétrognatisme, et ça c'est un aspect typique d'apnée, qu'on est sûr qu'il a des apnées, ce patient aussi. Donc en cardiologie, à mon avis, il faut le meilleur questionnaire, ça doit être le questionnaire de Stop-Bank, que vous connaissez sûrement très bien, avec voir s'il ronfle de façon régulière, s'il a une somnolence, si les apnées ont été observées par le conjoint, s'il y a une hypertension, BMI élevé, l'âge supérieur à 50 ans, ou bien une circonférence du cou, donc supérieure à 43 ou 42 chez la femme, et le sexe. Et s'il y a 3 ou 4 réponses positives, c'est probable, et si supérieur à 5, c'est très probable, donc il faut faire une polygraphie. Ça, c'est des indications que vous connaissez très très bien, donc je ne vais pas revenir. Peut-être il y aura d'autres indications en cardiologie, vous connaissez très bien. Moi, dans ma partie courante, les arythmies, je vois énormément, beaucoup de cardiologues m'envoient, surtout pour les arythmies, et ça, c'est extrêmement fréquent. Je peux passer le cas numéro 2, très rapidement. D'accord, merci. Alors, on a le temps. Ok, je ne veux pas que ce soit... Alors, le cas d'une patiente de 41 ans, qui a de l'hypertension dans sa famille, mais elle a un trouble du rythme auriculaire récent et est adressée pour le renflement. Et donc, cette patiente, elle est un peu somnolente, mais elle n'est pas obèse, la tension est bonne, elle a un rétrognatisme, comme vous voyez sur l'image. Et on a fait une polygraphie et on a trouvé qu'elle a 4 apnées par heure, malgré qu'elle est somnolente. Les apnées qui ne sont pas positionnelles, c'est plutôt obstructif, et des désaturations qui ne sont pas fréquentes et qui sont très peu profondes. Ici, les tendances, et vous voyez que, bon, ça c'est la position, c'est l'oxymétrie. Elle est à peu près correcte pendant toute la nuit. La fréquence cardiaque, par contre, elle fait fréquemment des tachycardies et des bradycardies. Vous voyez, c'est très fréquent. Et bien sûr, elle a des troubles de rythme, donc ça aggrave la situation. Et elle ronfle un peu. Cette patiente, donc, si on analyse 5 minutes par 5 minutes ou 2 minutes par 2 minutes, donc les tracés, vous voyez que cette patiente présente fréquemment une diminution de la respiration et une reprise ventilatoire sans désaturation. Donc on ne peut pas comptabiliser ça comme une hypopnée puisqu'il n'y a pas de désaturation. Ça aussi, la même chose. Donc vous voyez une reprise ventilatoire avec un aspect en plateau ici. Donc cette patiente, donc si on voit encore plus, donc si on augmente donc l'échelle, et on trouve qu'il y a un aspect en plateau. Vous voyez là des aspects en plateau qui s'accompagnent donc des désaturations, mais d'autres aussi en plateau, mais qui ne s'accompagnent pas, donc d'autres épisodes respiratoires en plateau qui ne s'accompagnent pas de désaturation. Là aussi, en plateau et qui ne s'accompagne pas de saturation. Donc tout ça, c'est en faveur d'un syndrome de haute résistance des voies aériennes. Donc ces patients qui ne présentent pas d'apnée ni d'hypopnée, mais une forte résistance des voies aériennes qui est liée à une... Bien sûr, voilà, comme ça se prononce, comme ça se... donc c'est décrit. Ils font une résistance des voies aériennes avec augmentée, mais tout en permettant le passage de l'air et aussi sans désaturation en oxygène. Excusez-moi, voilà. C'est juste pour vous montrer ici. Je n'ai pas bien marqué là. Lorsqu'on prend l'onde du pouls, il y a un plétismographe donc, qui peut témoigner d'une vasoconstriction au niveau périphérique, donc lorsqu'on met l'oxymètre. Et vous voyez, ici, on note qu'il y a une vasoconstriction très fréquente
au moment de la reprise ventilatoire. Par exemple ici, une vasoconstriction à la reprise ventilatoire, là aussi. Et ça témoigne d'une activité autonomique augmentée à la reprise ventilatoire. Et ça, c'est l'équivalent de micro-éveil, mais ce n'est pas des micro-éveils. Donc, il faut faire un électroencéphalogramme pour avoir un micro-éveil. Et ça, c'est très en faveur d'un syndrome de haute résistance. Ça s'accompagne d'une augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, de la ventilation au moment de la reprise ventilatoire. Et ces index d'activité autonomique, on appelle ça activité autonomique, que vous pouvez trouver sur les polygraphes, donc en polygraphie, lorsqu'ils sont très importants, dans ce cas, et sans apnée, sans hypopnée, sans désaturation, il faut faire dans ce cas une polysomnographie. Et vous voyez à la polysomnographie, ça c'est des micro-éveils qui se répètent de façon très régulière à la suite d'apnée et hypopnée, mais aussi même en dehors des apnées et hypopnées. Vous voyez là l'aspect en plateau qu'on a vu tout à l'heure. Pour notre patiente, donc c'est l'enregistrement de notre patiente, on a fait une polysomnographie. Et vous voyez un micro-éveil là, donc au niveau de l'EMG du menton, donc micro-éveil, à la reprise ventilatoire, avec vasoconstriction périphérique. Et la même chose, donc reprise ventilatoire. Ensuite, il y a une diminution de la respiration et un autre micro-éveil avec vasoconstriction périphérique et ainsi de suite. Normalement, ici, elle s'est réveillée complètement ensuite, cette patiente. Donc, on appelle ça des RERA, des Respiratory Effort Related Arousal, c'est-à-dire qu'une limitation discrète du débit inspiratoire de plus de 10 secondes, avec augmentation progressive de l'effort respiratoire, suivi d'un micro-éveil avec chute des résistances des voies aériennes à la reprise ventilatoire. Ici, c'est pour résumer les apnées, le syndrome de haute résistance, les hypopnées, donc on a vu tout ça, ce n'est pas la peine de passer. Juste un petit mot sur les indications de la polysomnographie. Donc, lorsque la polygraphie ventilatoire est normale, mais une forte présomption de l'existence d'apnée de sommeil, donc, ou de troubles respiratoires liés au sommeil, il faut faire dans ce cas une polysomnographie. Si l'index est inférieur à 30, chez certains patients, et la CNAM demande, comme on a vu tout à l'heure, demande que l'index supérieur à 30, à la polysomnographie, automatiquement, on ne va prendre que les moments où le patient est endormi, et ça peut aider les patients à avoir une prise en charge. Le syndrome de haute résistance qu'on vient de voir, les patients qui sont polysymptomatiques mais qui ont un haut risque cardiovasculaire. Moi, certains patients, je leur fais une polygraphie. Et fréquemment, je suis obligé de passer à une polysomnographie. La polygraphie, elle est normale pour ces patients qui ont un haut risque cardiovasculaire. Et on peut faire une polysomnographie pour les patients sous CPAP qui ne sont pas améliorés. Juste un petit mot sur les particularités de l'enseignement polygraphique de l'insuffisance cardiaque. Vous savez très bien qu'il y a une variabilité de la respiration chez l'insuffisant cardiaque et ça peut entraîner donc fréquemment des apnées centrales et obstructives, même pendant la même nuit, et d'une nuit à une autre. Donc ça, c'est très important à prendre en considération. Les gens qui ont une insuffisance cardiaque peuvent développer plus facilement que ceux qui n'ont pas d'insuffisance cardiaque un syndrome d'apnée hypopnée centrale émergent, on appelle ça émergent, c'est-à-dire que des apnées centrales ou mixtes qui se transforment en apnée obstructive sous PPC. Donc il faut vérifier ces patients-là, il faut faire très attention. Et vous voyez là, c'est un travail où les investigateurs ont fait des enregistrements pendant 4 nuits, le même enregistrement pendant 4 nuits, et vous voyez au niveau de l'index et au niveau des saturations et au niveau du nombre d'apnées et hypopnées centrales et obstructives, ça varie d'une nuit à l'autre. Donc vous voyez, c'est très variable, donc il faut faire très attention. Ici, dans la même nuit, il y a des apnées obstructives et des apnées centrales qui se succèdent les uns les autres, donc il faut faire attention. On parle de SAS mixte ou coexistant. Parfois, on trouve ces patients, environ 50%
à peu près 50% des apnées obstructives et, et pendant la même nuit, ils font presque 50%, 48% par exemple, l'autre 52% d'apnée centrale. Donc c'est des gens qu'il faut faire très attention lors du traitement. En conclusion, vous voyez que les troubles respiratoires du sommeil, il n'y a pas que l'apnée obstructive, le syndrome d'apnée obstructive, comme a dit le Dr Lakhdar, donc il faut appeler ça syndrome, mais il y a des syndromes d'apnée centrale, surtout chez les insuffisants cardiaques, les mixtes aussi, qu'on trouve aussi chez les cardiaques, le syndrome de haute résistance des voies aériennes, qui a les mêmes conséquences, les mêmes symptômes, et le même traitement que le syndrome d'apnée obstructive du sommeil sévère. Les SAS émergents sous PPC, ça c'est fréquent. Il faut faire très attention à l'insuffisance cardiaque parce qu'on peut avoir des SAS alternants. Aujourd'hui c'est un SAS central, demain c'est un SAS obstructif. Et vérifier les pathologies associées parce qu'on peut trouver des troubles respiratoires chez les gens qui ont des hyperventilations ou une BPCO. Un petit mot à la fin pour vous dire que à part l'index d'apnée-hypopnée, maintenant, tout le monde, je ne sais pas si c'est dans votre pratique courante, mais lorsqu'il y a un index supérieur à 30, tout le monde va mettre les patients sous PPC. Parce que c'est l'index le plus significatif en matière d'apnée du sommeil. Mais en fait, tout ça, ça va changer. Il n'y aura plus que uniquement l'index d'apnée-hypopnée, bientôt, en 2025, fin 2025 ou en 2026, mais c'est plutôt la charge hypoxique. Donc il y a l'index qu'il faut prendre en considération, l'index d'apnée-hypopnée, mais la charge hypoxique, c'est-à-dire le calcul de l'air sous la courbe, de la saturation en oxygène pendant toute la nuit. Et ça, on va le retrouver d'ici quelques mois, quelques années, sur les différents polygraphes. Et ça a été démontré actuellement que le traitement de ces patients-là améliore donc il diminue le risque cardiovasculaire pour les patients qui présentent une charge hypoxique importante. Aussi dans l'amplitude de l'onde de pouls, on a vu tout à l'heure qu'il y a, donc lorsqu'on mesure l'oxymétrie, il y a le plétismographe avec des vasoconstrictions à leur reprise ventilatoire. Ça a été étudié par plusieurs dans plusieurs cohortes françaises, Boston, France et Lausanne. Ils ont appelé ça le PIWAD. Et ça a été démontré lorsque le PIWAD est bas. Donc c'est déjà un peu tard pour traiter ces patients et pour éviter les complications cardiovasculaires. Mais ça a été démontré que si le PIWAD est haut, donc il y a encore une labilité au niveau vasculaire et on peut améliorer le risque cardiovasculaire pour ces patients-là. Aussi, bientôt aussi le delta HR, qui est la variation de la fréquence cardiaque lorsqu'elle est supérieure à 6 battements par minute. Donc ça viendra dans les prochaines années. La durée moyenne aussi des apnées a été étudiée, mais ce n'est pas encore complètement au point. Et la puissance de l'onde delta dans la polysomnographie peut orienter vers un meilleur traitement de ces patients-là. Jusqu'à aujourd'hui, il faut faire très attention. Un dernier mot, parce que ça m'intéresse absolument de vous le dire, que c'est les patients qui ont une somnolence, qui sont traités par CPAP, qui vont améliorer le risque cardiovasculaire. Les autres, il est peu probable, s'il n'y a pas de somnolence, il est peu probable que le risque cardiovasculaire, bien sûr secondaire, qu'il soit amélioré pour le moment. Mais s'il n'y a pas de somnolence, mais il y a une charge hypoxique ou bien importante, ou bien une modification de l'amplitude de l'onde de pouls, dans ce cas, il y a une amélioration de ces patients-là. Donc, d'où l'intérêt, il n'y a pas que l'index d'apnée-hypopnée. Juste un dernier mot, dernière plaque, pour vous dire que oui, c'est bien de faire des polygraphies, mais il faut savoir les limites de ces polygraphies et les pièges. J'ai préparé une quinzaine de diapos pour les pièges, mais ça va être difficile de les montrer ici. Si vous voulez bien, je peux montrer. Et l'essentiel pour moi, c'est et j'insiste à chaque conférence, dans toutes mes conférences que j'ai depuis 30 ans, et j'insiste sur ça, les enregistrements polygraphiques ne sont qu'un outil de diagnostic et on ne doit pas traiter un index, mais le patient lui-même. Je vous remercie beaucoup.
docteur Turki, pour cette excellente présentation. Vraiment, c'était très, très, très clair. Et je vais voir avec l'audience s'il y a des questions. Sinon, c'est moi que je vais poser. Alors, ce que j'ai compris, donc la polyographie, elle nous permet de faire la part des choses entre sas central et sas obstructif. Tout à fait. Et ça, c'est parfait. Donc, la polysomnographie, c'est juste pour les patients qui ont une insomnie, afin de mieux quantifier la période de sommeil et calculer correctement et exactement donc l'index apnée-hypopnée. Donc ça, c'est parfait. Donc, je n'ai pas cette notion au début. Ma question, peut-être je vais m'orienter sur le volet thérapeutique. Pour le sas obstructif, c'est le CPAP, ça on le connaît. Tout d'abord, est-ce que vous préconisez les CPAP qu'on appelle automatiques, qui fait l'autocalibrage, ou les standards? Et deux, si le sas il est mixte ou central, est-ce qu'il y a des choses à faire? D'accord. Très bien, merci. Alors là, vous voulez que je réponde pour la... Alors, concernant votre première remarque est tout à fait vraie, mais je préfère que si le SAS est sévère, on s'arrête à la polygraphie. Donc c'est un index supérieur à 30 avec des désaturations importantes, tout ça. Mais si il y a l'index n'est pas, c'est-à-dire index d'apnée-hypopnée entre, disons, 20, 22 ou bien 15, et que le patient présente des symptômes et qu'il y a un risque cardiovasculaire important, à mon avis, il faut passer à la polysomnographie. Donc, mais si c'est supérieur à 30 et des désaturations importantes, il ne faut pas aller vers la polysomnographie, ça c'est clair. Pour la deuxième question, moi, je ne veux pas dire ça, je déteste les autopilotés. Parce qu'on a trouvé beaucoup de problèmes depuis 30 ans qu'on fait ça. Les patients sont mis à tort et à travers sous CPAP. D'ailleurs, il n'y a pas que la CPAP pour le traitement de l'apnée du sommeil. Et la moitié des patients que je vois, ils ont un problème cardiovasculaire. Et en cas d'insuffisance cardiaque, l'autopiloté, elle est strictement contre-indiqué, pas déconseillé, mais strictement contre-indiqué. C'est lorsque la fraction d'éjection est supérieure, est inférieure donc, à 45%. Ça, c'est strictement. Sinon, on peut aller à la prison, disons, parce que ça a été démontré que c'est délétère et ça peut tuer le patient par désamorçage. Donc, c'est clair. Mais il y a, pour les gens qui ont ces problèmes-là, il y a possibilité de faire on appelle ça des CPAP auto-asservis. C'est-à-dire, c'est même pas de CPAP, ce n'est plus de la CPAP, c'est de la ventilation. C'est de la ventilation auto-asservie. Cette ventilation auto-asservie, elle permet de suivre les respirations de Cheyne-Stokes et de traiter ces patients-là parce qu'elle a plusieurs limites. Pour l'apnée, pour faire rapidement, pour les CPAP, il y a une pression fixe. Donc on monte très rapidement donc pendant la nuit et on atteint une pression fixe et on reste là. Pour les autopilotés, le patient va osciller, donc la respiration du patient va osciller donc entre deux limites, donc une pression maximale et une pression minimale, inspiratoire. Pour l'autopiloté, il y a des limites inspiratoires et expiratoires, et donc deux limites inspiratoires et deux limites expiratoires, ce qui permet à cet appareil, qui a un logiciel très puissant, qui permet de suivre la respiration de Cheyne-Stokes et de corriger cycle par cycle. Donc vraiment, il n'y a pas de risque avec ces trucs-là. Juste, c'est un problème. Il faut bien le calibrer au début et ça coûte cher, ça coûte 7000 dinars. Donc on fait comme une VNI, une ventilation non invasive qui est prise en charge par la CNAM. Parfait. Voilà. Merci. Une autre question, donc la limite, c'est pour vous, Dr Turki ou Dr Lakhdar, la limite pour la CNAM, c'est 30 apnée-hypopnée. Si par exemple j'ai un patient qui a un index apnée-hypopnée, disons entre 15 et 30, mais qui est très symptomatique, là, logiquement, c'est l'indication, parce qu'en voyant les recommandations à l'étranger, oui. C'est une indication après, logiquement, malheureusement, c'est ça. En dehors de la Tunisie,
Il y a des pays qui mettent la CPAP à partir de 5. Scientifiquement parlant, on n'est pas en droit de laisser ces patients sans traitement. Ouais. Il faut aller les traiter. Et puis, il n'y a pas, comme a dit le Dr Turk, l'IAH, le patient n'est pas un IAH. Et en plus, on va voir d'autres paramètres là qui vont sortir très prochainement, tels que le burden hypoxique, le PWAP, tout ça, c'est très important. C'est des marqueurs de risque cardiovasculaire pertinents. C'est ces patients-là qu'il va falloir traiter. Et ces patients-là, ils peuvent avoir un IAH à 15, à 20. Et si on traite, c'est pour avoir un résultat. Et ça a été démontré, les dernières études, notamment le grand registre de la Loire en France, énorme, ça a démontré le bénéfice chez ces patients-là. Alors qu'en Tunisie, la CNAM, là, je pense que la Société de médecine de sommeil tunisienne se bat. Et nous connaissons tous le problème de la CNAM, même pour d'autres choses en cardiologie, docteur, si vous savez, pour la couro, tout ça. Donc, ce n'est pas scientifique. En fait, oui, tout à fait. En fait, il y a le patient et il y a l'assurance. Ce patient, il faut le traiter pour le moment. D'accord. Pour l'assurance, il y a deux possibilités. Soit que le patient achète sa CPAP lui-même et qu'il paye avec facilité, je ne sais pas, ou autre, ou bien qu'on lui fasse un enregistrement de sommeil polysomnographique qui va entraîner exactement le nombre d'apnées lorsque le patient dort, ce n'est pas sur l'enregistrement lui-même, et ça nous permet d'avoir un index supérieur à 30. Donc, mais la CNAM, elle est en train de changer parce qu'au cas par cas, lorsqu'on lui fait une polysomnographie, même une polysomnographie avec un index de micro-EV important, micro-EV lié aux problèmes respiratoires, ils peuvent donner, dans certains cas, donc on les a un peu poussés, ils peuvent donner une prise en charge lorsqu'on fait un bon rapport où il y a l'index est important, malgré l'index d'apnée il est à 25 ou à 23, mais ce patient il fait un micro-EV, problème cardiovasculaire et il est somnolent, dans certains cas. Je pense que nous, cardiologues, nous devrions aider la Société de médecine sommeil. Comment le fait d'oser demander des prises en charge. Ces prises en charge chez ces patients qui sont justifiées. C'est-à-dire, on ne va pas rester comme ça, les mains croisées. Ah non, la CNAM ne va pas donner. Ah non, il faut donner un rapport détaillé. Ça a été comme ça pour d'autres items en cardiologie et on est arrivé à un certain moment dans le temps, l'angioplastie, tout ça. Il faut la pression. Et c'est comme ça que la CNAM, et puis il faut écrire des rapports détaillés et scientifiques. Et même mettre les recommandations c'est ce que je fais pour certains patients, j'insère les recommandations dans la lettre. Franchement, hein, je fais imprimer la reco comme elle est, et je mets en fluo comme ça, et je l'insère dans le rapport. Et c'est comme ça que les choses vont bouger, malheureusement. Corrigez-moi si j'ai tort. Je crois qu'en France, l'APSAPS recommande le remboursement de l'appareillage pour les SAOS intermédiaires entre 15 et 30%. Dès que vous avez un SAOS entre 15 et 30% associé à une complication, vous avez, même l'HT1, vous avez droit à l'appareillage. Oui, Voilà. oui, en France. Oui. Dès que vous avez une comorbidité associée. Plus comorbidité, voilà. Comorbidité cardiovasculaire. Parce que pour moi, l'hypertension artérielle elle pourrait être largement corrélée à ce sas. Voilà. Ah oui, pour l'HTA, Oui. à part l'HTA. Oui, bien sûr, tout ce qui est cardio. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Une question pour les syndromes d'apnée de sommeil sévères. Est-ce qu'on autorise la conduite de véhicules? Pas du tout. Pas du tout. Pour les cas, malheureusement, en Tunisie, on n'est pas encore arrivé à montrer ça. Bon, mais il faut au début traiter les patients et ensuite, lorsqu'il y a une diminution de la somnolence, que le patient il s'améliore, dans ce cas, il peut reprendre la conduite automobile. En France, on a quelques cas, c'est-à-dire faire un test itératif de la danse d'endormissement dans la journée
sous polysomnographie dans la journée. On demande au patient de se réveiller, de s'endormir, tout ça, et pour vérifier s'il a un djihgraphe ou un mais avec l'électroencéphalogramme, l'électromyogramme, tout ça, c'est-à-dire pour voir s'il tombe au sommeil ou pas. Donc, pendant la journée, en France, il y a un recueil pour les sociétés qui ont des chauffeurs et tout ça. Personnellement, je donne prescription à la société qui embauche ces chauffeurs à haut risque. Oui, tout à fait. Non, ça, on leur dit, mais c'est à eux de décider. Voilà, pas à nous, parce que le problème, c'est les médecins de travail et c'est l'administration, c'est à eux. Mais nous devons l'écrire sur papier, c'est contre-indiqué. Les chauffeurs poids lourds, ceux qui transportent le pétrole, tout ça, c'est risqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, merci. Donc, on arrive à la fin de notre session. C'est un grand plaisir d'entendre nos deux orateurs, Dr Lakhdar et Dr Turki. Vraiment, on a appris beaucoup de vous ce jour et Inch'Allah à la prochaine. Merci. Merci.